Bonjour, bonsoir. C'est la quatrième partie du thème Louis-Étienne, Lysius Félicité Salomon et l'entrée dans l'histoire contemporaine d'Haïti, 1879-1888. Durant son règne 1879-1888, Lysius Félicité Salomon a voulu inscrire son action non pas en se militarisant et en leurrant les masses par des bamboches populaires et des sectes religieuses, mais par son orientation économique. Roger Gaillard et Leslie Manigat ont conclu, le premier, que son régime a entré Haïti dans l'histoire contemporaine, et le second a dit de Salomon qu'il est le contemporain capital. Toutefois, je tiens à préciser que le 19e siècle a été l'ère des révolutions, l'ère du capitalisme et l'ère des empires dans le monde. Ce siècle a connu une lutte idéologique entre les monarchies autoritaires et le libéralisme en Europe et ailleurs. Lysius Félicité Salomon n'a pas créé un empire. Il n'a pas bénéficié de l'appui d'une bourgeoisie nationale, mais il a voulu s'éterniser au pouvoir comme tous les chefs d'État haïtiens, en éradiquant le parti libéral. L'historien Claude Moïse surenchérit Salomon à la tête d'un gouvernement fort de l'élimination des adversaires, de la maîtrise des centres de pouvoir en province et au Parlement, de la légitimité constitutionnelle. Concernant son gouvernement, on va parler de cette première partie, un régime de transition. Et comme sous-titre, le Parti national et son but. Le Parti national réclame un régime présidentiel fort. Il ne s'oppose pas à l'existence des trois pouvoirs ou au pouvoir législatif, mais à la tyrannie parlementaire qui réduit le pouvoir exécutif à l'impuissance. Jusqu'à nos jours, l'élite politique haïtienne n'a pas encore compris sa faiblesse. Ce sont ces dissensions politiques entre le gouvernement et le Parlement, le droit d'existence d'une opposition politique et le respect du mécanisme constitutionnel normal de succession lors d'une vacance présidentielle. Enfin, une division découlant de leur coopération avec un pays impérialiste. L'historien Robinson Bellunet écrit « Chaque puissance emploie sa méthode, sa stratégie, afin d'atteindre ses objectifs et d'assurer la défense de ses intérêts, qui reposent soit sur l'économie, soit sur les aspects culturels. » L'historien Claude Moïse ajoute: le régime présidentiel traditionnel, sur le modèle de Boyer, est de retour. C'est le renforcement de l'État central sur les provinces. C'est aussi la modernisation de l'administration publique. Leslie Manigat informe
que Salomon a employé de préférence comme administrateur des finances des protestants à cause de leur sérieux et de leur honnêteté selon lui. C'est un accours à la laïcité en vogue en France avec la Première République française. On a noté que durant l'occupation américaine d'Haïti, 1915-1934, pour le poste de chef de section, les protestants ont été préférés aussi aux vaudouisants par l'occupant. Il serait intéressant de savoir, parmi les protestants d'Haïti à cette époque, quels étaient les groupes les plus influents. J'ai pu dénombrer les Wesleyens, les baptistes. Salomon était un catholique. N'oubliez pas son patronyme, Louis. Deuxième sous-titre, continuité du régime de Michel Domingue. L'intellectuel protestant Louis-Joseph Janvier a été un membre du Parti national. Michel Domingue et Septimus Rameau y ont adhéré également. Durant le règne de Domingue, 1874-1876, Rameau, en plus de la chasse aux libéraux, a tenté une politique administrative de centralisation favorable à la capitale Port-au-Prince. Le contrôle de la perception et de l'encaissement des droits de douane ont été placés durant le duo Domingue-Rameau sous la supervision directe des services centraux du département des finances. Cette mesure impopulaire aux yeux des autorités militaires régionales a provoqué leur mécontentement. L'armée haïtienne, en tant que pilier du système haïtien avec l'Église, Lysius Félicité Salomon a fait des concessions aux militaires moyennant leur allégeance à son régime. Concernant l'administration sous Salomon, l'ordre a régné dans les finances et il a exigé de ses collaborateurs la même probité qu'il a pratiquée. Le 26 avril 1826, Jean-Pierre Boyer a autorisé la création d'une banque nationale, mais faute de moyens financiers, la mesure légale n'est pas concrétisée. En 1859, Fabre Nicolas Giffard a échoué pour les mêmes raisons que Boyer. En 1874, malgré une crise financière, Septimus Rameau, en ayant recours à l'emprunt, a voulu créer la Banque nationale. Il faut dire que l'Italie, un pays européen, avant même sa création dans les années 1870, a déjà eu sa Banque nationale dont le rôle a été de stimuler et de soutenir le développement des investissements par l'initiative privée. Les premières banques centrales sont créées au XVIIe siècle grâce à l'impulsion que la découverte de l'Amérique donne au commerce. Sous Domingue, la Banque nationale n'est pas créée pour différentes raisons. La défaillance du concessionnaire américain M.H. Lazard, octobre 1874. Des obstacles à surmonter sur le plan de l'administration et de la politique. Un difficile problème financier à résoudre. C'est la fin de cette partie. Merci.